Voilà, je suis ravie de vous accueillir. Donc on a articulé cette session autour, de 4 points principaux. Donc je vais rapidement introduire, ce qu'est le marché réservé et puis ensuite ce qu'on a prévu, c'est de, vous présenter en fait le secteur de l'insertion et le secteur du handicap via 3 interventions. Donc 3 intervenants, qui sont en fait des têtes de réseau et qui du coup vont vous présenter un peu les structures qui composent, ces secteurs, les secteurs d'activité, sur lesquels, sont positionnées ces structures. Voilà, dans l'idée de mieux connaître, les secteurs de l'insertion et du handicap et de mieux pouvoir travailler, avec les structures qui les composent, quand, vous prévoyez vos marchés et notamment, quand vous réservez, des marchés. Donc cet, atelier, il est, présenté par le GIP Maximilien. Donc rapidement, c'est un service mutualisé d'administration électronique en Île-de-France. Donc nous, on est principalement on est sur la région francilienne et la Max donc qui porte cet atelier, voilà, on est limité à la région francilienne. Je sais qu'il y a des acheteurs qui viennent, de d'autres régions. Donc il y a pas de souci, je pense que c'est dans tous les cas des informations qui vous seront utiles et d'autant plus que voilà, on a 2 réseaux sur 3 qui sont effectivement sur l'ensemble du territoire, et pas uniquement sur le territoire francilien. Donc je pense que ça ne posera aucun problème, bien au contraire. Mais voilà, nous, le GIP, on est sur le territoire francilien et on est donc un service, qui est à la fois pour les acheteurs publics, donc avec un profil acheteur et puis pour les entreprises, puisqu'on a pour objectif de faciliter l'accès des TPE-PME à la commande publique et on porte le réseau francilien, pardon, des achats responsables, donc au travers de 2 missions principales. Donc une mission sur les clauses circulaires et environnementales, donc sur la partie environnement du développement durable et puis la MAX, la mission d'appui au développement des clauses sociales, donc que je porte, avec ma collègue Erika Maillot. Donc moi, je suis Louise Vidal, je suis chef de projet sur cette mission. Donc on vous a mis nos contacts, en fin de présentation qui vous sera bien sûr envoyé, à la fin de l'atelier. Et puis je vous dis donc 2 mots avant d'entamer, cet atelier. Donc sur la mission d'appui au développement des clauses sociales, on a 2 objectifs. Nous, c'est de développer les clauses sociales dans les marchés publics franciliens, donc en accompagnant les acheteurs, donc typiquement avec ce genre d'événement, voilà, comme on fait aujourd'hui. Donc, accompagner les acheteurs, les acculturer, à l'achat socialement responsable et aux différents leviers, aux structures aussi, donc ESS insertion, handicap. Voilà, on a un observatoire qui nous permet d'avoir des données, sur ces clauses qui sont mises dans les marchés. On a une action également de coordination et d'animation de l'écosystème des clauses sociales. Donc c'est, comme ça qu'on travaille. Cet atelier, c'est le troisième donc d'un cycle de 4 ateliers. Donc le premier portait sur les fondamentaux de l'achat responsable. On avait passé en revue les différents leviers offerts par le code de la commande publique. Et on a du coup, un deuxième atelier qui portait plus sur le métier de facilitateur. Et du coup, quel est le rôle des facilitateurs et comment ils peuvent appuyer les acheteurs dans la mise en œuvre des clauses. Et là, cet atelier porte vraiment sur le marché réservé. Donc on va voir rapidement, le principe, hein, du marché réservé et après je laisserai la parole, à nos intervenants pour qu'ils puissent vous présenter plus en détail, voilà les secteurs, qu'ils portent. Donc le marché réservé, insertion handicap, on le traite, ensemble puisque c'est comme ça que le code de la commande publique le présente, hein. On vous a mis les articles, du code. Donc il y a d'abord, les structures, les marchés qui sont réservés, aux structures, du handicap, purement et simplement. Les marchés qui sont réservés, aux structures de l'insertion et en fait, il revient à l'acheteur, on va le voir en fonction du sourcing qu'il fait, de réserver donc soit, au monde de l'insertion, soit au monde du handicap, soit aux 2, d'accord? C'est l'article donc tiré 14 là, le dernier qu'on vous a mis. L'acheteur peut réserver le marché ou un lot d'un marché aux opérateurs économiques qui répondent à la fois aux conditions donc de l'article tiré 12 et tiré 13. Donc c'est bien l'insertion et le handicap. Donc on peut choisir soit de réserver à l'un, soit à l'autre, soit aux 2 et c'est bien
par la connaissance en fait de ces secteurs d'activité qu'on peut appréhender la réservation de marché. Donc c'est vraiment l'objectif de cet atelier ici. Et donc voilà, brièvement le fonctionnement d'un marché réservé pour ceux qui n'y sont pas familiers. Donc l'accès au marché, il est limité à certains types de structures, donc c'est ce qu'on a vu dans les articles du code. Donc il y a une proportion minimale de travailleurs qui est fixée par décret. Donc pour les structures agréées, il y a une présomption hein, que le taux, la proportion minimale est de fait respectée. Et en revanche, effectivement, si des structures ne rentrent pas dans le champ des entreprises qui sont citées dans le code, elles peuvent en fait prouver qu'elles ont cette proportion-là dans leurs effectifs, donc de travailleurs soit qui relèvent du champ de l'insertion ou du handicap, et elles peuvent également être éligibles au marché réservé. Donc l'idée d'un marché réservé, c'est juste cette limitation à l'entrée, mais sinon tous les autres éléments, les clauses, les critères, les conditions d'exécution, le service fait, voilà, tout est identique à un marché classique. Et donc pour le petit point pratique, l'idée c'est qu'il y ait des mentions spéciales en fait à faire figurer dans l'avis d'appel à la concurrence et dans le règlement de consultation. On conseille aussi de préciser dans l'objet du marché, en fait, pour que ce soit facilement identifié à la fois par les structures qui peuvent y répondre et à la fois par les structures qui ne peuvent pas y répondre puisqu'elles ne relèvent pas de ces champs-là. Donc ça fait gagner du temps à tout le monde, on identifie mieux les marchés. Et bien sûr, ce qu'il est important de rappeler, c'est que les structures qui sont ciblées, donc qui vont vous être présentées, elles peuvent aussi répondre bien sûr à des marchés qui ne sont pas réservés. Et donc c'est aussi pour ça que la connaissance de ces secteurs est importante et le sourcing est important, qu'on réserve ou non des marchés. C'est une interconnaissance qui est nécessaire parce que voilà, ces structures, elles ne sont pas cantonnées aux marchés réservés. C'est souvent par ce biais-là qu'on les connaît et qu'on s'acclimate un peu à ces opérateurs économiques. Mais voilà, il y a vraiment pas de limite. Donc je ne vais pas être plus longue. Je vais d'abord laisser la parole du coup à Mehdi Nekrouf du Graphi, donc qui va vous présenter le secteur de l'insertion par l'activité économique, le Graphi et voilà, et les structures avec lesquelles vous pouvez travailler. Mehdi, je te laisse la parole. Bonjour Louise, bonjour tout le monde. Donc je vais me connecter sur ma présentation, mon petit support, sauf si tu l'as. Est-ce que tu as... Ah d'accord, bon, Je parfait. l'ai, mais si tu préfères le diffuser toi-même pour aller à ton rythme, il n'y a pas de souci. Je crois que ça va être mieux pour éviter de te demander à chaque fois Bien t'embêter, sûr, bien sûr. avance, recul, etc. Donc, Aucun problème, je te laisse la main. je vais l'ouvrir. Alors est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui, C'est parfait. c'est tout bon, ok. Donc, comme convenu, je m'arrêterai un petit peu au slide, parce que c'est vrai que j'avais oublié que c'était uniquement un atelier sur le marché réservé, et j'avais prévu de parler un petit peu des autres modalités de la clause sociale, mais c'est pas grave. En tout cas, je suis vraiment heureux d'être là associé à cette thématique qui nous est chère, et de voir qu'il y a quand même tout de même pas mal de participants autour des micros aujourd'hui. Donc, alors, au sommaire, donc vous parlez un petit peu du graphique, qui en est, ce qu'on fait, de ma mission en tant que chargé de mission au développement des achats socialement responsables. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec une introduction à l'IAE, les typologies, les différents types de structures IAE. On parlera des publics, les secteurs d'activité aussi. Et puis, je pense que ce sera pas mal. J'avais prévu aussi un petit quiz assez large, donc si on a le temps, pourquoi pas le faire tout à l'heure. Donc le GRAPHI, on est le groupement régional des acteurs franciliens de l'activité économique, et donc on est fédérateur de 5 réseaux de l'IAE, donc qui s'appelle Chantier École Île-de-France.
le Comité national de liaison des régies de quartier, le réseau CORAS, la Fédération des entreprises d'insertion et la Fédération des acteurs de la solidarité. Donc historiquement, ces réseaux, depuis des décennies, sont des acteurs incontournables dans la lutte contre le chômage, contre les exclusions, et agissent en faveur de l'emploi et de la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi. Donc on les fédère depuis le début des années 2000 et de manière voilà, plus encadrée avec nos statuts en tant qu'association depuis fin des années 2000, milieu des années 2010. Donc notre rôle, c'est de faire du plaidoyer en faveur de l'IAE à l'échelle régionale francilienne et d'accompagner donc le développement des structures d'insertion par activité économique, sur les domaines de la formation. Ça nous est très important, c'est un sujet très important. On travaille aussi sur les filières, notamment la filière, par exemple, on a une filière textile, on travaille sur l'économie circulaire, on travaille sur la filière cycle, et on aide aussi les porteurs de projets à développer leur activité et à créer aussi des structures d'insertion. Au sein de ma mission, c'est bien entendu accompagner les structures d'insertion en faisant une veille des opportunités de marché, des appels d'offres que vous diffusez, de les transmettre. Donc ce sont en général des marchés qui sont, faut dire, ce qui est accessible quand même aux structures. On essaie de faire un premier tri, voilà, mais on ne se ferme pas la porte, on envoie aussi d'autres marchés qui sont par exemple pas du tout réservés, où il n'y a pas de clause, ça peut arriver. Et on essaye de les aider, de les outiller, d'encourager les échanges entre structures. On crée des groupements momentanés d'entreprises quand c'est possible. Et on accompagne aussi, mis à part les structures d'insertion, les donneurs d'ordre dans le développement de leur clause sociale, la mise en place des clauses sociales. On a, pareil, hein, je pense que, je ne sais pas si Louise l'a évoqué avec le guichet régional, notamment sur lequel nous sommes associés, on fait ça aussi uniquement sur l'insertion par l'activité économique. Et le but, bien sûr, c'est de favoriser l'interconnaissance entre les donneurs d'ordre et les SIAE, car c'est souvent difficile pour vous, acheteurs, de comprendre un peu comment les structures d'insertion fonctionnent. Et c'est aussi dur pour les structures d'insertion de s'adapter aux exigences des acheteurs. Donc tout l'enjeu est là, de favoriser cette interconnaissance, et c'est un travail très très intéressant. On a bien sûr une offre de sourcing. On a un annuaire sur Graphie, donc que vous pouvez consulter, qu'on essaye régulièrement de mettre à jour, parce que notamment chaque année il y a des conventionnements, il y a des nouvelles activités, donc on doit les mettre à jour. Et on a ce gros défi qui est de mettre l'annuaire à jour. Donc l'insertion par l'activité économique fait partie de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, que vous connaissez depuis la loi juillet 2014. Enfin, on connaît l'ESS depuis bien avant, mais ça a été vraiment structuré depuis 2014 avec les principes de lucrativité limitée, de travail sur notamment les publics, etc. On a donc l'IAE, fait partie de l'ESS. Comme notre collègue Cédric Dupas de la CRES le répète souvent. Voilà, ma collègue Christelle aussi qui représente l'UNEA avec les entreprises adaptées, les ESAT, ça fait partie de l'ESS. Donc l'IAE, alors on dit souvent l'insertion, mais si vous dites par l'activité économique, c'est encore mieux, c'est encore plus précis. Et c'est donc il y a deux missions. Il y a d'une part réinsérer, accompagner les salariés en insertion sur la levée des freins sociaux, les accompagner donc sur le socio-professionnel, et puis aussi les mettre en situation de travail grâce à l'activité économique. Donc les exemples de freins sociaux, vous les connaissez, il y a le logement, notamment la santé, il y a des questions d'accès aux droits aussi. On a malheureusement des salariés qui dorment dans leur voiture, qui ont des problèmes de santé en raison des parcours de vie assez compliqués qu'ils ont. Donc c'est vraiment difficile quand on n'a pas tous les ingrédients, je dirais, de la recette, de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'être dans une situation pérenne de l'emploi. Donc, dans une structure de l'insertion, on a des encadrants qui vont
avoir cette double casquette, d'être sensible aux problématiques sociales des salariés et en même temps d'être attentif aux impératifs de production sur lesquels ils sont attendus. Voilà, parce qu'il y a des prestations à produire. Donc c'est toujours jongler entre les deux. Et ce travail se fait aussi en partenariat avec les chargés d'insertion professionnelle qui passent du temps à rencontrer les salariés. Ça peut être 1 heure par semaine, ça peut être plus, ça peut être 2 heures par mois, voire plus, pour vraiment alors travailler sur ces problématiques dans une dynamique de progression. On va le voir sur les slides d'après, mais il y a un parcours de minimum 1 an, avec une période d'essai en général d'1 mois qui permet de faire ça. Donc les problématiques, je dirais que souvent les acheteurs ont, vous avez souvent vos volontés d'aller sur des marchés réservés, mais vous devez convaincre en interne, etc., de votre engagement et de votre volonté d'aider à la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi. Les encadrants dans les structures d'insertion ont aussi ce défi, c'est-à-dire de produire avec des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Donc c'est aussi une aventure très intéressante. Et il y a des très belles choses qui sont réalisées, on le verra tout à l'heure, sur les secteurs d'activité. Donc la notion de territorialité est très importante, car une structure d'insertion prend forme sur un territoire où il y a une problématique de chômage élevé, où il y a de la pauvreté, il faut dire ce qui est. Et en parallèle, il y a un agrément demandé au département et sous validation, ensuite, la structure d'insertion peut exercer son activité. Voilà. Après, en ce qui concerne les marchés publics, donc les structures d'insertion peuvent, ça je vous apprends rien, donc être attributaires des marchés directement ou être attributaires en co-traitance, sinon en sous-traitance. Et il y a aussi de la mise à disposition de personnel que les SIAE font pour aider donc à réaliser les prestations, les heures d'insertion. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas quels sont si vous connaissiez quel est votre niveau de connaissance des entreprises, des structures d'insertion, mais là, vous en avez 4 qui sont incontournables, organisés en 2 grands domaines, la production de biens et services et la mise à disposition de personnel. Donc, on a les ateliers chantiers d'insertion, les entreprises d'insertion qui vont produire des biens et des services. Et pour la mise à disposition de personnel, on a les entreprises de travail temporaire d'insertion et les associations intermédiaires. En ce qui concerne un peu les statuts, donc on a les ateliers chantiers d'insertion qui sont souvent des associations non inscrites dans le champ concurrentiel. Et on a les entreprises d'insertion, elles, qui sont des entreprises ou des associations. C'est intéressant de savoir qu'il y a souvent des associations. Ce sont des sociétés commerciales qui sont inscrites au champ de la concurrence, comme toutes les autres entreprises. Et les entreprises de travail temporaire d'insertion, elles, sont des sociétés commerciales aussi. Et les associations intermédiaires, enfin, comme leur nom l'indique, ce sont des associations. Donc, on voit que par rapport un peu à la question de la concurrence, que les entreprises d'insertion, ces 3-là qui sont cités là, donc font des prestations comme les autres, sans distinction, voilà, de manière assez classique. Au niveau des clients, quand on est sur la production de biens et services, donc entreprise, particulier, collectivité, l'entreprise de travail temporaire va uniquement avoir comme client des entreprises. Il y a aussi la question de l'éloignement de l'emploi. Sur les ateliers chantiers d'insertion, on a des salariés qui sont beaucoup plus éloignés de l'emploi. On n'est pas sur un champ concurrentiel, on est vraiment sur une finalité de former, d'accompagner vers le retour à l'emploi grâce à l'activité économique. Et là, on a en général des durées hebdomadaires de travail qui sont assouplies, qui sont, bon, j'ai indiqué 26 heures, mais ce n'est pas une règle absolue. Ça peut être 30 heures, hein, mais en général, pourquoi on fait 26 heures? C'est pour laisser une journée au salarié, pour lui permettre de s'occuper de toutes les démarches qu'il a à faire, donc sur lesquelles il a pu travailler avec les chargés d'insertion professionnelle, à savoir aller faire ses rendez-vous pour le logement, pour la santé, etc. Et on considère que c'est difficile quand on est à 35 heures.
d'avoir le temps pour réaliser toutes les démarches que ces personnes doivent faire. Je l'ai évoqué sur la slide d'avant, mais bien sûr, enfin, je ne vais pas parler du professionnel, mais c'est très important. Il y a toujours en premier un bilan de compétences qui est fait, on va travailler sur le projet professionnel du salarié, et on va voir comment, à travers différentes évaluations, comment l'accompagner. Donc il y a une période d'essai, et puis après il y a un suivi qui est fait avec l'encadrant, qui va de manière hebdomadaire, mais encore une fois, ce n'est pas une règle, se concerter avec les chargés d'insertion et évoquer la situation de chaque salarié un par un, et notamment pour mesurer la progression et voir s'il y a besoin de renforcer certains axes. Ça peut être de la formation à l'extérieur, pour de la qualification professionnelle métier, ça peut être des formations, ça peut être des cours de français, ça peut être le permis de conduire, ça peut être des cours d'anglais, ça peut être des cours de théâtre. Je veux dire, il n'y a aucune limite à ce qui est fait. Et donc voilà, en parallèle, on définit un projet pro sur lequel on va travailler, qui aussi permet d'aller un mois sur l'entreprise. C'est une période de mise en situation en milieu professionnel. Un mois, on se conforte vraiment à la réalité du terrain, hein, non pas que dans une structure d'insertion, on n'est pas dans la réalité du terrain, mais là, on est géré dans une entreprise un peu classique. Et donc, ça peut permettre un ajustement au salarié lorsqu'il revient de se dire, OK, je veux travailler dans ce secteur, ou bien peut-être, je vais revoir mon projet et je vais peut-être réfléchir à autre chose. Ça peut arriver, bien sûr. Revenons aux typologies, donc un peu à l'ADN des différentes structures. Vous avez en termes de ressources l'atelier chantier d'insertion où je vous l'ai dit, il y a un gros volet d'accompagnement qui est fait. On a des parts importantes de subventions de l'État, donc qui sont à hauteur de 70% via l'aide au poste d'insertion. 30% sont issus des recettes. On peut aller jusqu'à 50% de recettes sans dépasser. Pour les entreprises d'insertion, là, on peut avoir un chiffre d'affaires qui va jusqu'à 70% et on a 30% d'aide. Donc c'est un peu l'inverse, ça se comprend. Et pour les entreprises de travail temporaire d'insertion et les associations intermédiaires, les aides sont beaucoup moins importantes. Voilà. Les entreprises, donc ces deux structures, ont des salariés qui ont des freins, bien entendu, mais à moindre échelle, si je puis dire. Donc, d'où une aide un petit peu inférieure, mais toujours cette activité d'accompagner dans de la formation, notamment les entreprises de travail temporaire d'insertion font vraiment de la formation en relation avec les secteurs où elles placent les salariés. Et je vous ai indiqué, à titre indicatif, donc l'aide au poste d'insertion chaque année donc, pour un ETP, qui est versé, à peu près 20 000 € versés à un atelier chantier d'insertion à l'année pour un salarié en équivalent temps plein. Les équivalents temps plein, ça va à peu près de 1600 à 1800 heures par an. En termes de nombre de structures, on en a plus au niveau des ateliers chantiers d'insertion et des entreprises d'insertion. Et c'est beaucoup plus faible sur la mise à disposition de personnel en quantité, mais vous le voyez qu'en termes de salariés, c'est très élevé. On a une quarantaine d'entreprises de travail temporaire pour presque un nombre de salariés équivalent aux entreprises d'insertion, car bien entendu les salariés sont placés sur plusieurs missions, sur de nombreuses missions. Ça correspond à peu près à 450 structures en Île-de-France, 4000 à l'échelle nationale, 27 000 environ en nombre de salariés en Île-de-France et 140 000 salariés au national. Voilà. Avec le président Macron qui a souhaité dynamiser un peu les recrutements en souhaitant donc plus de 100 000 salariés en insertion, ça ferait passer à 240 000 salariés. Et c'est donc le pacte ambition. Voilà. On n'a pas évoqué les régies de quartier, mais en fait, la régie de quartier, c'est plutôt un label qui est porté souvent par une association quand elle est implantée dans un quartier, qu'elle souhaite travailler sur améliorer la qualité de vie des habitants, rapprocher les bailleurs sociaux des habitants et notamment les collectivités. Donc il y a ces trois un peu parties prenantes, voilà.
Et les régies de quartier, c'est souvent soit des ACI, soit des EI, donc des ateliers de chantier d'insertion ou des entreprises d'insertion. En ce qui concerne comment prouver qu'une SIAE est une SIAE, donc souvent dans les marchés publics, dans les DCE, enfin dans le règlement de consultation, vous demandez la convention avec la DRIETS, donc à l'échelle de la région. Mais avant ça, la SIAE va au conseil départemental donc de l'IAE, donc le CDIAE, soumettre son projet de structure de l'insertion qui va être validé ou pas, après examen du dossier, et la convention va être signée par le préfet du département. Voilà. En ce qui concerne les publics, Louise les a évoqués, donc ça vous les indiquez souvent, je ne pense pas qu'il y ait de soucis, vous en avez connaissance. C'est donc les demandeurs d'emploi de longue durée de plus d'1 an, les bénéficiaires du RSA, les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé et des minima sociaux, par exemple l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique, les jeunes de moins de 26 ans, donc sortis du système scolaire sans qualification ou sans expérience. Souvent, ils sont accompagnés par l'EPID, l'école de la deuxième chance ou les missions locales. Vous avez les seniors, les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans, les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, et les résidents des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Rappelez-vous, ça c'est important en termes de territorialité pour l'insertion, vraiment d'accompagner les personnes qui habitent ces quartiers QPV vers le retour à l'emploi. Donc les salariés les demandeurs d'emploi en général sont envoyés par Pôle emploi au SIAE. On ne peut pas faire une candidature spontanée, envoyer un CV, une lettre de motivation ou aller voir une structure et demander à être embauché. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut un agrément du service public de l'emploi, de Pôle emploi, ou bien de la mission locale ou de l'école de la deuxième chance, ou de l'EPID. Et on est en fait, donc la structure reçoit un agrément et ensuite ça peut déclencher l'aide au poste d'insertion qui sera versée. Et il y a un pass IAE qui est créé au nom du candidat et qui va l'accompagner donc tout au long de son parcours. Voilà. En termes de sortie dynamique, c'est très important pour les structures de l'insertion, donc elles sont attendues sur ce volet qui est très important aussi pour continuer à bénéficier des financements et notamment une part de financement variable. Donc ces sorties dynamiques, c'est l'emploi durable, le CDI ou le CDD de plus de 6 mois, l'emploi de transition, donc un CDD de moins de 6 mois, ou les sorties positives qui sont en général la poursuite d'une formation ou l'embauche dans une autre structure de l'insertion. En ce qui concerne quelques chiffres, quelques données, alors il y a des enjeux au niveau de l'insertion à travailler sur la parité. On est à 60% d'hommes et 40% à peu près de femmes. Et sur les entreprises de travail temporaire d'insertion, le ratio, enfin la part d'hommes est vraiment énorme parce que vous avez notamment souvent de la mise à disposition qui se fait sur le bâtiment, le BTP essentiellement, et là il y a essentiellement des hommes sur ce secteur d'activité. Les niveaux de formation, on est en général essentiellement au niveau CAP, BEP, donc 3e, classe de 3e ou inférieure, donc c'est la nomenclature 5, infra 5. Et on est sur peu de niveau bac ou supérieur, 20%. Donc presque plus de 70% des personnes accompagnées sont niveau CAP, BEP ou moins, quoi. 28% des salariés en insertion résident dans les QPV et on a 37% de demandeurs d'emploi de très longue durée, donc de plus de 2 ans. C'est quand même un ratio qui nous interpelle, quoi, je veux dire. Voilà. En ce qui concerne les secteurs d'activité, on a plus d'une trentaine de secteurs d'activité, donc des activités innovantes. On n'est pas uniquement, c'est vrai comme on a tendance à le penser, dans le nettoyage, le BTP et les espaces verts. Bon, ça c'est des secteurs historiques, mais qui se développent, qui laissent la part aujourd'hui au développement de nouveaux
nouvelles activités. J'en ai cité quelques-uns ici. Le multimédia, le web, le graphisme, le textile, la conciergerie d'entreprise, avec souvent des passerelles très intéressantes. On va recycler des tissus pour faire des produits. On va travailler avec des producteurs bio en circuit court pour livrer des salariés en entreprise. Donc il y a vraiment de belles dynamiques de passerelles et de collaboration qui se créent entre acteurs au sein même de l'ESS. Et les activités en fort développement, c'est vrai que Louise, tu ne me contrediras pas, je pense qu'on a beaucoup de questions, de sollicitations sur l'économie circulaire, sur tout ce qui est upcycling, sur la déconstruction, par exemple, comment recycler les matériaux du BTP, comment recycler tous les EPI, donc les tenues des salariés, les vêtements professionnels. Voilà, c'est des activités qui sont amenées à se développer, qui se développent en ce moment aussi avec la loi AGEC et les autres, le plan national aussi des achats durables et les autres leviers juridiques qui permettent ça. Oui, et pour rebondir, hein, Mehdi, c'est vrai que c'est voilà, des nouvelles obligations qu'ont les acheteurs et des structures du coup qui sont déjà positionnées sur ces segments achats-là. Et on y reviendra en fin d'atelier. On a prévu de vous faire un petit focus effectivement sur la loi AGEC, mais c'est des structures qui peuvent vraiment vous aider à mettre en œuvre vos obligations. Donc effectivement, c'est des secteurs d'activité importants à préciser, oui, tout à fait. Voilà, donc ça aurait été intéressant que je vous parle de quelques structures d'insertion, d'illustrer, bon peut-être pour une prochaine fois parce que j'ai pas eu le temps de le faire, mais je vous invite à vous rendre sur l'annuaire du Graphi pour voir un petit peu ce que font les structures. Je crois que je vais m'arrêter là, Louise. On va prendre peut-être certaines questions et puis échanger un petit peu ensemble et ensuite peut-être passer un quiz. Je ne sais pas si 15h35. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas dans le chat, j'ai pas encore de main levée. Est-ce qu'il y a des questions sur l'insertion, sur les activités, les structures ou sur des marchés que vous auriez en cours et sur lesquels voilà, vous auriez besoin d'un œil expert sur l'insertion et ce qu'il est possible de faire? N'hésitez pas à solliciter Mehdi en direct ou voilà, dans tous les cas, on vous communiquera pardon, les contacts des intervenants pour que vous puissiez poursuivre les échanges. Mais là, s'il y a des questionnements, n'hésitez pas à prendre la parole. Peut-être, Mehdi, moi, je me disais ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'illustrer avec un acheteur public avec lesquels tu as déjà travaillé dans le cadre de l'accompagnement que vous proposez. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'on a un portefeuille de donneurs d'ordre. Ça peut être là, je pense, comme ça, rapidement au groupe La Poste, par exemple, qu'on accompagne sur tous les besoins de filières dont j'ai parlé, qui sont assez importants. Récemment, on a échangé avec eux sur l'importance de recycler un peu les vêtements des postiers. On a parlé aussi des enjeux autour de la restauration, de trouver donc des emballages, des alternatives aux jetables pour la livraison des repas, quand eux répondent à des marchés. Enfin, il y a vraiment des passerelles à faire. Donc le groupe La Poste, on travaille pas mal avec eux. On les accompagne aussi sur des marchés de nettoyage de mobilier urbain, donc des guichets, des boîtes aux lettres. On travaille aussi avec AgroParisTech, on les a accompagnés sur un marché de traiteurs. Voilà quelques exemples. Bon, après, il y a Paris Habitat aussi. Merci Mehdi. Et voilà, c'est vrai que c'est un accompagnement qui est, je pense, de plus en plus demandé par les acheteurs et notamment sur le sourcing et pour pouvoir bien, notamment là dans le cadre des marchés réservés, hein, c'est s'éviter l'infructueux.
Voilà, on connaît tous ce souci-là et c'est vrai qu'en réservant un marché, on restreint l'accès, on restreint le nombre de structures qui peuvent répondre et donc le sourcing apparaît comme d'autant plus essentiel. Écoute, Maisie, j'ai pas de questions là a priori, donc peut-être qu'elles viendront un peu plus tard, mais si tu veux le petit quiz, je sais pas trop si Oui, c'est je pense pas, oui, en fait. faisable en Non, ouais, ouais. Je pense qu'on pour le une fera prochaine fois en voilà, pour une prochaine fois, présentiel. tout à fait. Super. Super. Bah, écoute, du coup, je vais laisser la parole à Christelle Marivin, donc de l'UNEA. Christelle, tu préfères que je diffuse le support ou tu veux pareil le passer toi-même pour avoir ton rythme? Tu veux, je vais prendre la main, ça sera plus simple. Ok, ça marche, Alors, super. et ça marche. Je vais aller le chercher. Super. Bonjour à toutes et tous. Je suis Christelle Marivin. Je suis chargée de mission au sein de l'UNEA, l'Union nationale des entreprises adaptées, et je suis en charge des territoires de l'Île-de-France, du Centre Val-de-Loire et de l'Outre-mer. Alors assez rapidement, l'UNEA, qu'est-ce que c'est? C'est l'Union nationale des entreprises adaptées. C'est une association qui a été créée en 1987, qui est en organisation nationale avec une représentation en local par le biais de chargés de mission notamment, et on est présent donc sur l'ensemble du territoire aux côtés des entreprises adaptées qui sont présentes donc sur le territoire de France, donc métropole et outre-mer. Quelques chiffres qui datent de 2020. Les entreprises adaptées, c'est environ 800 en France, 250 métiers différents et 40 000 salariés, dont 36 000 en situation de handicap. Ça représente environ 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et les missions de l'UNEA sont essentiellement de défendre et de représenter les entreprises adaptées auprès des pouvoirs publics. On est vraiment là avec une partie lobbying politique qui est assez fort. Et on est aussi aux côtés des entreprises pour les accompagner et les soutenir dans la création et dans le développement de leurs établissements et dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Ça par le biais de développement d'activités économiques avec soit les achats publics, soit les achats privés. Et puis on les accompagne aussi dans la professionnalisation de certains acteurs de l'entreprise adaptée, puisque nous avons une académie par le biais de laquelle nous délivrons des formations sectorielles. Sur la partie donc déclinaison territoriale, nous sommes donc 7 chargés de mission. Le découpage des régions est fait selon les couleurs que vous voyez à l'écran. Et nous sommes accompagnés par des délégués régionaux qui sont en fait des chefs d'entreprise adaptés qui bénévolement représentent au niveau institutionnel et politique l'UNEA sur le territoire à nos côtés. Alors une entreprise adaptée, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise de droit commun, comme toutes les entreprises en France. On est vraiment sur de la contractualisation avec les collaborateurs sur des contractualisations de droit commun. Donc, on va trouver en EA des entreprises adaptées, des contrats à durée indéterminée, des CDD, des contrats de professionnalisation. On peut même trouver des intérimaires dans les entreprises adaptées. Et les missions de l'entreprise adaptée sont d'abord d'offrir un emploi pérenne aux personnes en situation de handicap, de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets professionnels et aussi de leur permettre de valoriser et de développer leurs compétences en vue soit d'une mobilité à l'interne dans l'entreprise adaptée, soit sur une mobilité à l'externe vers un nouvel employeur qui peut être un employeur privé ou un employeur public. Il y a eu une réforme en 2018 qui a pris effet en janvier 2019, donc une réforme du modèle de l'entreprise adaptée. Cette réforme a renforcé le modèle inclusif de l'entreprise adaptée et nous, maintenant, nous parlons d'entreprise adaptée socle, où on est vraiment, l'État, en fait, a vraiment conforté le modèle d'accompagnement de l'entreprise adaptée auprès des collaborateurs en situation de handicap. C'est pour ça que vous trouverez essentiellement des CDI dans les entreprises adaptées. Et ça a aussi permis d'outiller les entreprises adaptées avec des dispositifs pour lutter contre le chômage de masse. Et ces dispositifs, il y en a 2
qui sont le CDD tremplin, donc qui est un contrat de transition professionnelle calqué sur le modèle du contrat d'insertion, et un autre dispositif qui s'appelle l'entreprise adaptée de travail temporaire, qui est en fait une entreprise de travail temporaire, comme toutes les autres en France, dont l'objectif est l'accompagnement et la montée en compétences des collaborateurs en vue de retrouver un emploi pérenne à la sortie des missions d'intérim. Alors, je vais passer très rapidement là-dessus puisque Camille vous parlera ensuite des ESAT. Mais en tout cas, dans le monde du handicap, il y a deux secteurs, enfin deux typologies d'établissements que vous allez pouvoir trouver. Vous allez pouvoir trouver les entreprises adaptées qui sont dans le droit commun et vous allez trouver en face, en parallèle, les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, qui, eux, sont en fait dans le monde du médico-social. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus, Camille vous en parlera. En tout cas, la grosse différence entre les deux, c'est ça, le fait de ne pas appartenir au même monde économique. Et l'autre différence aussi qu'on va rencontrer entre nos structures, c'est qu'une entreprise adaptée, elle va produire de la richesse pour créer des emplois durables et de qualité, alors que la mission première de l'ESAT, c'est de favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale de la personne en situation de handicap. Voilà, on est un peu sur des modèles un petit peu différents, mais Camille vous parlera plus des ESAT tout à l'heure. Une entreprise adaptée, elle va être un acteur économique du territoire, comme les entreprises de l'ESS, comme les grosses ETI qu'on peut trouver sur le territoire et que vous interrogez dans le cadre de vos appels d'offres. Donc là, on est vraiment, c'est un acteur économique du territoire, hein, qui va permettre de développer de l'emploi en local et qui va aussi vous permettre de bénéficier de prestations que vous avez besoin d'acheter. Ça va être aussi la possibilité, via les deux dispositifs CDD tremplin et EATT, de permettre à des personnes donc, qui sont éloignées de l'emploi et en situation de handicap de retrouver une activité pérenne chez un autre employeur, puisque là, on est vraiment sur ces deux dispositifs essentiellement, sur une dynamique de transition professionnelle et d'accompagnement et de montée en compétences. Comme je vous le disais, on va trouver environ 250 métiers dans les entreprises adaptées qui vont être répartis en 5 grandes catégories. On va avoir une catégorie industrielle où on va retrouver notamment des métiers un peu historiques du monde du handicap de façon générale, sur la production et la sous-traitance industrielle, par exemple. On va avoir aussi une grande catégorie qui va concerner tout ce qui est environnement et développement durable, où là, on va retrouver les entreprises qui vont travailler sur les métiers des espaces verts, sur la collecte et le traitement et le recyclage des déchets, le réemploi aussi quand c'est possible. On est vraiment là sur des métiers en fort développement. On a aussi une catégorie qui va être plus en lien avec tout ce qui va concerner l'alimentation, où on va trouver des entreprises qui sont sur de la production alimentaire, sur de la restauration. Donc on peut très bien trouver des entreprises adaptées qui sont sur les métiers de l'agriculture, du maraîchage, de la culture viticole. Et à côté de ça, on va aussi avoir des entreprises adaptées qui sont en fait des restaurants ouverts sur la rue, d'autres restaurants que vous pourriez trouver en ville, et puis d'autres structures qui vont faire du plateau repas, du traiteur. Voilà, donc on est vraiment sur tout ce qui va concerner les métiers de l'alimentation. Une autre catégorie qu'on a appelée service, où là on va mettre toutes les prestations qui sont en fait du service aux entreprises essentiellement. Donc, vous allez y trouver notamment les métiers de la blanchisserie industrielle, mais aussi à destination des particuliers sur certains territoires. Tout ce qui va concerner le second œuvre dans les bâtiments, le commerce, les conciergeries, le nettoyage, la propreté, toute la partie du transport, logistique, de conditionnement. Donc tout ça, c'est vraiment du service aux entreprises. Donc on a un certain nombre d'établissements aussi qui sont positionnés sur ces métiers. Et enfin, une dernière grande catégorie que l'on a appelée les nouvelles technologies d'information et de communication, où là, on va retrouver tous les métiers qui vont avoir trait à la gestion des données, à la partie impression, la communication, l'événementiel, la signalétique, les prestations intellectuelles. Voilà, donc on a là aussi une grande catégorie qui est en fort développement. Un petit schéma rapide qui vous présente un petit peu les grandes catégories qu'on retrouve dans les entreprises adaptées. Donc on a des métiers un peu traditionnels, hein, comme les espaces verts, la propreté, l'entretien des locaux et la logistique et le conditionnement. Ça, ce sont des métiers qui sont plutôt traditionnels dans le monde du handicap.
Donc voilà, ouais, qui existent et qui sont très prégnants, en tout cas dans nos entreprises adaptées. On a des métiers qui sont plus innovants, où on va être sur tout ce qui va concerner l'organisation d'événementiels. On a des entreprises adaptées qui sont spécialisées dans l'organisation d'événements. Tout ce qui concerne aussi le traitement des données, la numérisation, la gestion électronique de documents, et puis les centres d'appel. On a certaines EA qui sont spécialisées dans le cœur de métier et le centre d'appel. On a aussi remarqué qu'il y a 5 secteurs qui sont vraiment en développement de façon importante. Donc les métiers de la logistique, ou en plus, même dans le monde traditionnel, dans les entreprises dites classiques, on va dire, ce sont des métiers qui sont en forte tension, hein. On a aussi un fort développement sur tous les métiers du tri et du recyclage. Sur les métiers des prestations administratives, vous avez un certain nombre d'entreprises adaptées qui peuvent tout à fait répondre à vos besoins en termes de, par exemple, gestion des notes de frais de vos collaborateurs, ou la gestion des visites médicales. Donc, ils vont se charger de contacter les collaborateurs pour organiser les rendez-vous médicaux. Voilà, donc ce sont des activités de prestations administratives qui sont en développement et qui, du coup, peuvent répondre à certains besoins. On a aussi un fort développement sur les métiers de l'informatique, où on a maintenant sur l'ensemble du territoire une petite trentaine d'entreprises adaptées qui sont spécialisées dans les prestations informatiques. Donc on va aller des métiers du développement informatique à du service du helpdesk, en fait, un service, un SAV de premier niveau, où on va passer par de l'intégration web, enfin voilà, tout ce qui va toucher au domaine de l'informatique. Et enfin, des secteurs qui sont aussi encore en développement sont les métiers du second œuvre. Alors, le bassin francilien n'est pas forcément le plus adapté à ces métiers-là, pour le coup, mais en région, on trouve quand même un certain nombre d'entreprises adaptées qui sont sur ces métiers du second œuvre. Et puis, il existe aussi au sein donc piloté par l'UNEA, entre autres, 3 consortiums qui se sont créés lors de la crise, notamment. Un consortium textile, où là, on est dans de la coopération avec des entreprises d'insertion, puisque on travaille avec le collectif Résilience. Il y a aussi un consortium numérique, où on a une soixantaine d'entreprises adaptées qui sont dans ce collectif et qui répondent à des besoins qui vont du développement informatique au call center, au retraitement de vos déchets électriques et électroniques, au réemploi de ces outils-là. Enfin voilà, donc tous les métiers qui tournent autour du numérique. Et enfin, un dernier consortium qui tourne autour de tout ce qui est automobile et industrie liée à l'automobile. Voilà, où là, on va y trouver aussi des entreprises adaptées qui sont sur les métiers de la logistique, qui sont sur les métiers du transport. Donc, l'idée de ces consortiums, c'est que les entreprises s'associent en GME pour répondre à des appels d'offres en fonction des compétences qu'elles ont chacune et donc de l'intérêt qu'elles peuvent avoir pour un marché qui se présente. Alors, les entreprises adaptées peuvent en tout cas vous apporter un certain nombre d'éléments, notamment sur ce qu'on appelle la réduction de contribution que doivent payer les employeurs qui ne respectent pas le taux d'emploi de 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Cette loi est applicable depuis 2005 et elle a été réformée en 2018, où on a un petit peu modifié l'objectif de cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés, la fameuse OETH. Si on recontextualise un peu les choses, donc les chiffres que vous voyez là sont à fin décembre 2017. À l'époque, le chômage de masse est très important pour les personnes en situation de handicap, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est quasiment le double de la population classique. On est à un taux de chômage d'environ 19% versus 10% pour la population, le reste de la population en France. Ça représente environ 2,7 millions de personnes qui ont une reconnaissance administrative de la qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH, et qui sont des personnes que nous employons dans nos entreprises adaptées. C'est 510 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap, donc ce qui est quand même assez important. Et comme vous pouvez le voir, à ce moment-là, on était sur une ancienneté moyenne d'inscription au chômage de 824 jours pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi versus 639 pour le reste du public. Donc on a vraiment une problématique de longévité dans l'inscription au chômage pour les personnes en situation de handicap. L'idée de réformer cette obligation d'emploi,
c'était aussi pour répondre à 3 objectifs principaux pour l'État. Tout d'abord, employer, donc développer l'emploi dans les entreprises privées et publiques des personnes en situation de handicap, et donc d'amener et de pousser encore plus au respect des fameux 6% de taux d'emploi. C'était aussi simplifier les démarches pour les déclarations et les modalités de réponse à l'OETH. Et enfin, mieux valoriser l'emploi et surtout valoriser différemment les achats que vous pouvez réaliser auprès des établissements du secteur, enfin du monde du handicap. Donc, que ce soit les entreprises adaptées, les ESAT ou alors les TIH, les travailleurs indépendants handicapés. Les principales modifications de cette loi portent donc sur 5 grands items. Le premier, c'est que tout travailleur handicapé dans une entreprise ou dans une collectivité publique est comptabilisé au prorata de son temps de travail. On va tenir compte donc des CDI, des CDD, des intérimaires, des stages qui sont chez les employeurs classiques. Un autre point important dans les modifications de dans la modification de l'OETH, c'est que le recours à la sous-traitance, donc le recours aux établissements du handicap, ça devient une déduction de la contribution et ça ne rentre plus dans le taux d'emploi comme c'était le cas auparavant. Donc là, on est sur une réduction de contribution. Un petit peu, on pourrait comparer ça, si on voulait vulgariser les choses, un peu à un crédit d'impôt. Enfin, certaines grandes entreprises, pour ne pas payer cette contribution, mettent en place des accords agréés par les services de l'État pour 3 ans. Et donc, ces accords sont donc limités à 3 ans, renouvelables une seule fois. Il y a une liste de certaines dépenses qui peuvent être déductibles de cette OETH, qui passe donc de 13 à 3 dépenses. Et enfin, toute entreprise de plus de 250 salariés devra avoir dans ses effectifs un référent handicap. Ce n'est pas une fonction, c'est une mission qui est donnée et qui est rattachée souvent à la fonction RH dans l'entreprise. Donc, à partir du moment où, dans vos structures, il y a plus de 250 personnes, de plus de 250 salariés, vous avez obligatoirement un référent handicap qui doit être identifié. La fameuse déclaration DOETH, la déclaration d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Donc, cette déclaration, elle est réalisée tous les ans en N+1 pour l'année N. Donc, pour 2021, elle est réalisée sur le premier trimestre 2022. Le taux d'emploi qui est fixé légalement est à 6%. Pour autant, le législateur peut se permettre de demander une clause de revoyure tous les 5 ans. Alors, il ne peut pas passer en dessous de 6%, c'est le minimum, c'est un plancher. Par contre, il peut augmenter. Si le législateur un jour le décide, il peut tout à fait augmenter ce taux d'emploi. La déclaration est obligatoire maintenant pour toutes les entreprises, également celles qui sont à moins de 20 salariés. Pour autant, ces entreprises de moins de 20 salariés ne sont pas soumises à l'obligation d'emploi des 6%. C'est-à-dire qu'en fait, ils doivent déclarer qu'ils emploient des personnes en situation de handicap, ce qui permet d'obtenir des statistiques, en tout cas, sur les personnes en situation de handicap qui sont en emploi, puisque sur ces petites structures, on n'avait pas cette visibilité-là. Donc maintenant, ça va permettre de l'obtenir. Mais pour autant, ces petites structures n'ont pas l'obligation d'avoir 6% de leurs collaborateurs en situation de handicap. Cette obligation s'adresse uniquement aux entreprises de 20 salariés et plus. La déclaration s'effectue maintenant via la DSN, qui est en fait une déclaration mensuelle, et c'est par cet outil que vos employeurs déclarent les cotisations URSSAF notamment. Donc cette déclaration de l'obligation d'emploi se fait maintenant avec la DSN, et donc elle se fait tous les mois, ce qui permet d'obtenir une moyenne qui s'ajuste tous les mois pour l'employeur. Et pour l'exercice, donc la DOETH de 2021, la déclaration se fait sur la DSN de ce mois-ci. Et enfin, cette déclaration s'applique maintenant au niveau de l'entreprise, donc d'un SIREN, et non plus au niveau des établissements, donc plus au niveau des SIRET. Par exemple, une chaîne de magasins qui a plusieurs établissements implantés un peu partout en France, auparavant, chaque magasin faisait sa propre déclaration. Et donc, au regard des employés qu'ils avaient, n'étaient pas forcément impactés par cette obligation d'emploi. Maintenant, tous les établissements qui appartiennent à une même enseigne, la déclaration se fait au niveau de l'enseigne, au niveau du SIREN de ces établissements. Et donc, du coup, des entreprises, des magasins qui, par exemple, n'étaient pas assujettis à cette obligation d'emploi, peuvent se retrouver
assujettis puisque maintenant on va globaliser la totalité des collaborateurs de ces magasins. Donc ça a un impact financier qui n'est pas négligeable pour les structures. L'obligation d'emploi, en fait, cette contribution, que doivent payer les entreprises qui ne respectent pas les 6. Auparavant, on était sur une obligation donc à 6 qui pouvait être, calculée avec donc le direct, donc les contrats de l'entreprise et l'indirect, c'était la transformation des achats réalisés auprès des établissements, du handicap, donc les ESAT et les entreprises adaptées et donc c'était la transformation de ce chiffre d'affaires en équivalent temps plein, ce qu'on appelait aussi à l'époque des unités bénéficiaires, des UB. Si les entreprises, en utilisant ces 2 modules, ces 2 fonctions, ne respectaient pas l'obligation d'emploi de 6 elles devaient verser une contribution à la GFIP. Maintenant, l'obligation d'emploi est uniquement sur le direct, donc uniquement sur les collaborateurs de l'entreprise, les contrats de l'entreprise. Si les 6 ne sont pas respectés, l'entreprise doit verser une contribution, non plus à la GFIP, mais aux URSSAF ou aux caisses MSA, en fonction du collecteur. Et sur cette contribution qu'elle doit verser, si elle travaille avec l'entreprise adaptée ou les actes, elle va pouvoir déduire une partie de ce chiffre d'affaires qu'elle va réaliser avec les établissements du handicap de la contribution qu'elle doit payer. Donc ça va lui réduire le montant de sa contribution. Voilà comment on calcule une contribution au ETH. Donc on va partir de l'effectif d'assujettissement de l'entreprise qu'on va multiplier par 6 pour savoir exactement où elle en est de son taux d'emploi. On va ensuite regarder par rapport à son taux d'emploi combien il lui manque de personnes pour arriver aux 6 et on va multiplier le nombre de personnes manquantes par un barème qui est fixé réglementairement. Donc ce barème, vous l'avez sous les yeux. Et donc, plus vous êtes nombreux dans l'entreprise, plus le barème est pénalisant. Donc, si vous êtes sur une entreprise qui a plus de 750 salariés, on va multiplier le nombre de personnes manquantes par 600 fois le SMIC horaire. Actuellement, le SMIC horaire en 2022, il est à 10,57. Donc, sur une personne qui serait à un peu plus de 4000 personnes dans l'entreprise, une entreprise qui aurait un peu plus de 4000 collaborateurs, et s'il lui manque un peu moins de 100 personnes pour arriver aux 6 elle peut être amenée à payer un peu plus de 600 000 € de contribution. Donc ça a un impact financier qui n'est pas négligeable. De cette contribution brute qu'on va calculer, l'entreprise ou la collectivité publique, puisque ça s'adresse de la même manière au public, elle va pouvoir déduire un certain nombre de choses, dont les achats qu'elle va réaliser auprès des établissements du secteur, ce qui va lui permettre de réduire l'impact financier. Et donc, une fois qu'on aura déduit toutes ces déductions possibles, on arrivera à une contribution nette qui sera à payer. Le législateur a voulu favoriser les employeurs qui sont, on va dire, bons élèves et qui sont au-dessus de 3 De ce fait-là, une entreprise qui va avoir un taux d'emploi entre 0 et 3 aura forcément une contribution qui représentera 50 de ce qu'elle doit payer. Elle va forcément être plus impactée, puisque si on est entre 3 et 6 l'entreprise ou en tout cas la collectivité publique ou l'entreprise qui va travailler avec les établissements du secteur adapté et protégé va pouvoir déduire beaucoup plus des achats, sur la partie achat qu'elle va réaliser auprès de ces structures. Alors, je ne veux pas vous perdre parce que c'est quand même assez technique. Donc, s'il y a des questions vraiment là-dessus, on pourra revenir un peu plus dans le détail. Sachez qu'en tout cas, plus votre taux d'emploi est important, plus vous êtes proche des 6 plus vous pouvez déduire sur la partie achat que vous réalisez avec les entreprises adaptées et les ESAT. Voilà ce qu'il faut que vous reteniez. Le législateur veut vraiment favoriser les entreprises et les collectivités publiques qui font l'effort de recruter des personnes en situation de handicap. Ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que pour pouvoir bien travailler avec les entreprises adaptées, il est important d'anticiper, vraiment d'anticiper vos appels d'offres, de bien connaître finalement les acteurs aussi du territoire,
D'où l'importance de rencontrer bien en amont de vos appels d'offres, hein, de rencontrer ces prestataires qui peuvent, finalement qui vont vous expliquer comment ils fonctionnent, qui vont pouvoir vous dire comment, au regard des effectifs qu'ils ont et des activités qu'ils sont en capacité de prendre en charge, comment ils peuvent travailler avec vous. Et ça va vous permettre, en tout cas, d'avoir une visibilité et de vous faire un 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 catalogue d'entreprises adaptées qui pourraient répondre à vos besoins lorsque vous allez, sortir votre cahier des charges. L'idée, c'est qu'il faut que vous soyez en capacité de bien valider votre marché, les enjeux de votre marché, en amont de la parution de votre cahier des charges, pour éviter le risque de finalement d'un marché qui serait infructueux. Et il faut vraiment, communiquer, en interne, en externe, sur les structures avec lesquelles vous pourriez, travailler, avant les appels d'offres, pendant aussi. Il faut vraiment, faire des retours d'expérience, les uns auprès des autres, de manière à ce que, bah, voilà, si l'un d'entre vous, a bien réussi un marché avec une structure du handicap, bah, elle va pouvoir, finalement faire profiter de son expérience un autre acheteur qui voudrait se lancer, sur le sujet. Donc c'est important aussi que vous puissiez échanger entre vous sur ce qui se passe bien, sur aussi ce qui peut se passer moins bien sur un de vos marchés pour que, bah, finalement le collègue ne refasse pas la même erreur. En tout cas, il est important de bien les connaître, de bien savoir comment ils travaillent et surtout de bien avoir en tête que ce sont d'abord des entreprises de droit commun. Ça, c'est important. Et du coup, lorsque vous, faites des marchés réservés, il faut vraiment avoir en tête que si votre marché n'est pas bien calibré ou si l'entreprise, adaptée, ne se sent pas en capacité de répondre à votre besoin parce qu'il va manquer une partie de la prestation qu'elle ne pourra pas faire, bah, effectivement, elle n'y répondra pas et vous avez le risque de vous retrouver avec un marché infructueux. Et puis sachez aussi que vous avez la possibilité de faire du gré à gré avec les entreprises adaptées, hein. Du fait que certains des plafonds financiers aient été relevés, vous avez tout à fait la possibilité aussi de travailler en gré à gré avec ces établissements. Voilà, j'en ai fini moi pour ma part avec la présentation sur les entreprises adaptées. C'était rapide, c'est un sujet qui est très vaste. Alors c'est vrai que là, c'était, une approche assez rapide. En tout cas, n'hésitez pas s'il y a des questions, on pourra revenir sur certains points. Et puis c'est vrai que Camille là, va pouvoir enchaîner sur la partie ESAT, et pourra du coup vous présenter, la complémentarité qu'on a, avec les entreprises adaptées. Merci beaucoup Christelle, pour cette présentation. Effectivement, moi, ce que je retiens et que je trouve toujours très intéressant quand tu nous en parles, c'est vraiment cette adaptabilité qu'ont les entreprises adaptées, en fait, et c'est pour ça qu'il faut les rencontrer en amont et parler des projets achats qu'on peut avoir parce que c'est comme ça qu'elles diront aussi: «Ah mais ça, on est en mesure de le faire, ça on peut» et c'est comme ça aussi qu'on construit, des belles collaborations, quoi. Ouais, tout à fait. Une des forces de l'entreprise adaptée, c'est d'être agile. C'est-à-dire qu'en fait, l'EA, quand elle va recruter, elle recrute des compétences chez des personnes en situation de handicap. Et donc, elle va ensuite développer des activités au regard des compétences qu'elle a dans l'entreprise. Donc, c'est pour ça que une entreprise adaptée, vous allez avoir sur l'annuaire qui est disponible, hein, l'annuaire de l'UNEA qui est disponible, vous allez avoir un certain nombre d'activités qui vont être référencées pour une entreprise adaptée. Pour autant, si un jour vous travaillez avec ces établissements-là et que vous avez une prestation que vous n'arrivez pas à pourvoir, bah, il vous suffit de leur en parler et puis elles vont travailler avec vous sur la mise en place de cette prestation, sur le développement de cette nouvelle activité pour pouvoir répondre à votre besoin. Et si ça fonctionne, bah, elles vont pouvoir le commercialiser dans d'autres établissements. Donc elles ont cette agilité-là et ça fait partie de l'ADN de l'entreprise adaptée que de s'adapter à son marché. Mmh. Merci Christelle. Erika, tu voulais intervenir? Oui, j'avais juste une question pour Christelle. Lorsque l'acheteur, passe un marché réservé, Christelle, donc ça vient bien en déduction de son obligation d'emploi? C'est lui qui Oui, tout à fait. bénéficie, hein, de la réduction? En fait, ce qu'il faut savoir, ce qui permet, aux donneurs d'ordre, en fait, enfin, en tout cas, à la structure entreprise, on va dire, à l'employeur, de bénéficier de la réduction de contribution, c'est le fait d'avoir soit un contrat avec, une structure du handicap, soit une facturation quand il n'y a pas de contrat. Si on est sur des petites prestations et qu'il n'y a pas de contrat et on va utiliser la facturation directe. C'est vraiment le lien direct. Il y a différentes façons de récupérer cette réduction de contribution quand on travaille avec le domaine du handicap. C'est soit en sous-traitance directe, donc l'entreprise adaptée
va être votre prestataire direct, ou alors en faisant des marchés de co-traitance. Où là, dans le cadre d'une co-traitance, on va être en fait les structures du handicap qui vont s'associer par exemple à une structure classique, elles vont être sur le même niveau en termes de contractualisation, et donc du coup le lien sera direct entre le donneur d'ordre et l'entreprise adaptée. C'est vraiment le lien direct qui fait foi pour obtenir la réduction de contribution. Si par contre vous travaillez avec un prestataire du monde classique et que ce prestataire sous-traite une partie de l'activité à une entreprise adaptée, c'est le prestataire qui récupérera la réduction de contribution. Ce n'est pas le donneur d'ordre final. Voilà, Intéressant dans le cadre de la clause notamment. exactement. Ça a un impact. Alors, on a une question Merci. là dans le chat qui vous concerne du coup peut-être tous les trois. Alors, les EASAT ne souffrent-ils pas de la mise en concurrence avec des EA et des SIAE dans le cadre d'un marché réservé par exemple? Les EA ne sont-elles pas plus compétitives? Et que répondent aux prescripteurs qui craignent des prix plus élevés en ayant recours à des marchés réservés? C'est vrai que ça, quand on en discute, c'est des freins qui reviennent souvent. Et effectivement, même si les acheteurs sont de bonne volonté, il faut convaincre les services prescripteurs. Donc, je vous laisse réagir tous les trois. Alors, Oui, sur ce j'en qui ai faire un. concerne, voilà, sur ce qui va se concerner le monde du handicap, et je pense que là, pour le coup, Camille ne me contredira pas, le monde du handicap, ça n'est pas plus cher que le monde classique. Voilà. Et pour autant, si la prestation était un petit peu plus élevée, comme vous avez la réduction de contribution que vous récupérez de l'autre côté, finalement, vous allez récupérer quand même une réduction de contribution. Donc, vous, en tant qu'acheteur, vous n'allez pas en voir l'impact sur votre contrat. Mais par contre, la structure pour laquelle vous travaillez, qui doit respecter l'obligation d'emploi, elle va récupérer finalement une partie de ses fonds pour réduire sa contribution. Donc l'un dans l'autre, vous vous y retrouvez. Mais ce n'est pas vrai que c'est plus cher. Ça n'est plus vrai. Si elles cassent les prix, elles ne peuvent pas vivre. En tout cas, moi, je parle pour les entreprises adaptées. Elles sont dans le droit commun. Ça, je vous le rappelle. Et donc, elles ont des charges sociales à payer. Elles ont des charges patronales. Si elles cassent les prix, elles ne peuvent pas vivre. C'est pas possible. Donc, c'est pas plus cher. C'est dans les prix du marché. Et puis, est-ce que les ESAT souffrent de concurrence? Alors là, je laisserai Camille répondre, mais je ne pense pas, non. Non, je pense pas non plus. C'est la réponse que je voulais apporter là-dessus. Moi, je dirais plus qu'il y a une complémentarité entre les ESAT, les entreprises adaptées et également les SIAE. On travaille notamment en collaboration, que ce soit avec Christelle ou le Graphi avec Mehdi ou même encore un Cereco, enfin plein de structures de l'insertion. On essaie de travailler en collaboration. Et justement, non, il n'y a pas de mise en concurrence qui sont faites entre ces structures-là. Elles sont complémentaires parce qu'elles interviennent, comme vous avez pu le voir avec la présentation de Mehdi et de Christelle et la mienne à venir, sur les mêmes secteurs d'activité. Donc on peut tout à fait solliciter des ESAT, des EA ou des SIAE sur des prestations qui sont assez similaires. Donc non, il n'y a pas de mise en concurrence. Comme l'a précisé aussi Christelle dans sa présentation, on peut également faire de la co-traitance entre des ESAT et des EA. Donc il n'y a vraiment pas de compétitivité en soi. L'insertion, c'est un milieu où justement il n'y a pas de compétitivité, où tout le monde essaye d'avancer. On a perdu Camille. Ouais. En fait, je pense que c'est le... Ah ben voilà, on t'avait perdu, Camille. Ah ouais, j'ai une mauvaise connexion. Vous m'entendez? Oui, Oui. oui, oui. C'est Ouais. revenu. Ah, je suis désolée, ma connexion est un peu mauvaise. Moi, je voudrais juste. C'est pas grave, on a entendu quand même ce que tu nous as dit, sauf peut-être la dernière Ok, phrase. super. Voilà. Mais on a compris le message. Moi, je voulais juste dire que j'ai jamais entendu cette question, donc c'est une première. Non, je plaisante. Non, mais franchement, moi, j'ai travaillé dans une structure de l'insertion par le passé et je demandais aux encadrants d'augmenter les prix tellement je trouvais qu'ils mettaient du cœur à l'ouvrage et que les prix étaient vraiment bas. Hein. Par exemple, c'était des plateaux repas qui étaient produits bio, avec de l'agriculture durable et tout, et c'était vraiment un prix très bas. Et je leur disais, il faut augmenter, quoi, parce que là, vous ne rentrez pas dans vos coûts. Donc peut-être qu'on peut aussi poser la question aux acheteurs qui sont présents et nous peut-être de témoigner de cas concrets, précis, où ça s'est produit, où ils ont trouvé que peut-être nos secteurs étaient plus chers que le monde classique, je ne sais pas. Oui, c'est
c'est exactement ce que j'allais dire, Mehdi, pour répondre à la question. Là, que répondre aux prescripteurs qui craignent des prix plus élevés? C'est peut-être ça, c'est expérimenter, commencer par un marché, voir que c'est pas plus cher et du coup étendre l'expérience. Si, voilà, en plus l'exécution est satisfaisante, puisque c'est aussi un des freins qu'on peut avoir. Enfin, moi, ce que j'entends régulièrement sur les marchés réservés, c'est mais c'est plus cher, ce sera moins bien exécuté que sur un marché pas réservé, et c'est faux. Mais effectivement, c'est peut-être apprendre en faisant, quoi, et convaincre via l'expérimentation. Je pense qu'en tout cas, le fait de les rencontrer en amont de vos marchés, ça va vous permettre aussi de vous rendre compte de comment ils travaillent, des prix qu'ils peuvent pratiquer. Voilà, donc ça, c'est pas. Et vous avez le droit de le faire maintenant, hein, ça vous est autorisé, hein, donc il ne faut surtout pas vous en priver. C'est important. Après, enfin, en tout cas, je parle pour les entreprises adaptées, hein, il est important déjà de bien retenir qu'elles sont dans le droit commun. Donc, vous avez une entreprise comme Honnête, comme Sodexo, comme Vinci, qui sont des entreprises du monde classique, qui font certaines prestations de propreté, de facility management. Vous avez des entreprises adaptées qui vont se positionner sur le même type de métier et qui ne vont pas être sur des prix ni plus chers ni moins chers. Ils vont aussi, eux, faire leur propre prix au regard des charges qu'ils ont à payer, des encadrements qu'ils peuvent avoir à mettre, du matériel qu'ils ont acheté, parce que je vous rappelle quand même qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap, et que quand il y a nécessité d'acheter certains matériels, notamment quand vous êtes sur les métiers de la propreté, le matériel qui est acheté pour les personnes, c'est un matériel qui va être adapté au métier de la propreté. Donc forcément, parfois, il peut y avoir une petite différence de coût. Mais ayez toujours en tête que à partir du moment où vous travaillez avec le monde du handicap, bah, vous pouvez récupérer une partie de la facturation que vous avez en réduction de la contribution que votre structure doit payer. Parce que globalement, en France, le taux d'emploi dans les entreprises, hein, que ce soit le public ou le privé confondu, on est aux alentours de 3,5. Donc les 6%, on est loin de les atteindre. Donc vous récupérez forcément une partie de cette facturation en réduction de contribution. Est-ce que si vous n'avez rien à ajouter les uns les autres et qu'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose, alors peut-être d'ailleurs qu'on n'a pas forcément bien demandé, est-ce qu'il y a des questions pour Christelle Marivin suite à son intervention? D'autres questions? Sinon, on peut passer du coup à la présentation effectivement des ESAT, donc par Camille que je vais laisser se présenter. Et puis voilà, nos intervenants dans tous les cas restent à l'écoute s'il y a des questions qui viennent au fil de l'eau. Euh, Camille, peut-être de la même manière, je te laisse présenter ton support si ça te va, comme ça c'est peut-être plus simple. Oui, très bien. Ça me va aussi également. Alors, j'espère que ma connexion va suffire. Hein. Désolée, j'ai des petits soucis de connexion. N'hésitez pas à me le dire si à un moment ça saute en tout cas. Ça marche. Donc déjà, je vais me présenter. Donc enchantée à tous. Je m'appelle Camille Bénard et donc je suis chargée de mission achat responsable au sein du réseau GESAT. Donc le réseau GESAT, petite présentation, c'est vrai que je ne l'ai pas remis dans mon support. Nos 40 ans cette année. Ça fait un moment qu'on est dans le secteur. Et le but, du coup, de l'association, c'est de mettre en relation donc, les donneurs d'ordre privés et publics avec les structures d'insertion, donc les ESAT et les entreprises adaptées. Donc, je vais vous faire voilà, une petite présentation de ce qu'est un ESAT. Je ne vais pas revenir sur l'entreprise adaptée parce que Christelle l'a très bien présenté. Également aussi, on fera un petit aparté sur les TIH, donc qui sont les travailleurs indépendants handicapés. Donc voilà, en France, on compte environ donc 1450 établissements et services d'aide par le travail, d'accompagnement même d'ailleurs par le travail, ça a changé, qui sont donc des ESAT. Donc ce sont en fait des établissements médico-sociaux, donc à contrario d'une entreprise adaptée qui vraiment est une entreprise à part entière. Là, les ESAT, ce sont vraiment des établissements médico-sociaux qui sont agréés, contrôlés par le ministère des Affaires sociales et qui sont gérés donc au niveau régional par les ARS.
Donc voilà, ils sont présents un peu partout en France, nationalement. Vous allez voir après, on vous a remis une petite carte aussi à ce niveau-là. Donc en ESAT, en fait, c'est 100% de travailleurs handicapés qui sont en production. Donc les chefs d'atelier, les directeurs, etc. ne sont pas forcément en situation de handicap, mais toutes les personnes au niveau de la production le sont. Alors en ESAT, donc c'est en moyenne 90 travailleurs handicapés qui sont positionnés dans les structures. C'est des structures donc un petit peu plus grosses que les entreprises adaptées généralement. Et on compte donc en moyenne environ 7 activités différentes donc par ESAT. Donc c'est des structures très variées qui vont faire plusieurs métiers, donc que ce soit de l'espace vert, de la communication, de l'artisanat, de la blanchisserie. Enfin voilà, ils sont positionnés sur pas mal de métiers différents. Je vous ai remis donc les chiffres au global qui reprennent donc du coup les ESAT ainsi que les entreprises adaptées. Donc ça représente plus de 170 000 travailleurs en tout, avec aussi également donc les TIH, ce dont je vous parlais. Donc ce sont les travailleurs indépendants handicapés. Donc là, ce sont des personnes qui sont freelance en fait et qui sont en situation de handicap également. Donc là, ça peut être aussi sur des métiers très variés. On va avoir des avocats, des coachs sportifs, des comptables, enfin voilà, ça va être vraiment très, très, très varié. Et donc toutes ces structures génèrent donc environ 2,4 milliards de chiffre d'affaires par an et se positionnent donc, comme je vous l'ai dit, sur plus de 200 métiers différents. C'est là aussi toute la force de l'insertion et des ESAT, des EA et des TIH, c'est qu'ils sont vraiment représentés sur énormément de typologies d'activités. Voilà, on vous l'a remis ici, donc c'était vraiment pour vous faire une cartographie un peu globale sur la représentation des ESAT et des entreprises adaptées en France. Donc vous le voyez ici, elles sont vraiment disposées un peu partout sur le territoire national. On recense environ un prestataire toutes les 16 communes. Vous le voyez donc bien sûr en Île-de-France, dans la région Hauts-de-France également, en Bretagne, dans le sud également. Vous voyez qu'il y a pas mal de structures qui se positionnent. C'est évidemment sur les grosses agglomérations qu'on en aura le plus. Mais les ESAT notamment et les entreprises adaptées également sont présentes vraiment sur tous les territoires. On vous remet également aussi, donc là c'est un peu notre nomenclature. Donc c'est des prestataires qui interviennent, je le redis, donc dans vraiment presque tous les domaines de métier. Vous le voyez ici, ça va donc de l'artisanat en passant par la logistique, la gestion des déchets, les prestations administratives, les prestations intellectuelles telles que l'informatique également, les services généraux, la restauration. Enfin voilà, c'est très très varié. On vous a refait également aussi des zooms métiers qui permettent donc de voir un peu comment se positionnent les prestataires là-dessus et quelles sont leurs capacités d'intervention sur tous ces métiers-là. Nous, au réseau GESAT, on dispose également donc d'un annuaire où on référence donc ces 2250 voire 2300 prestataires aujourd'hui, donc en les sélectionnant par pôle de compétences, par métier et également par zone géographique. Et on dispose également d'une place de marché où on relaie donc du coup les appels d'offres, les marchés publics, les études de faisabilité que nos partenaires et non partenaires aussi nous relaient. Donc voilà, là-dessus. On fait un petit zoom ensuite donc sur les activités dites historiques en croisière, un peu sur les ESAT et les entreprises adaptées. Donc on a notamment la production industrielle qui est un secteur qui croît beaucoup dernièrement, où du coup les ESAT sont assez présentes, les entreprises adaptées également, sur notamment des travaux d'électricité, de mécanique, d'électronique, également aussi sur le travail du bois. On a pas mal de structures qui se positionnent donc en tant que menuisier. Ils produisent également du mobilier, des caisses, des palettes, où là on va être pas mal sollicité là-dessus, notamment dernièrement avec le groupe Casino, qui voulait donc du coup passer par un ESAT pour la fabrication de toutes ces palettes au national. Donc c'était un assez gros marché. Également aussi sur toute la partie de travail des métaux, donc sur l'aluminium, la ferronnerie, la serrurerie, l'usinage des métaux, etc. Donc là aussi, on a pas mal de structures qui se positionnent. Donc vous le voyez ici, c'est environ 900 ESAT et entreprises adaptées au national qui se positionnent là-dessus.
On a beaucoup donc de structures qui travaillent avec des grands comptes. Je vous ai dit par exemple Casino, mais il y en a d'autres là-dessus. Il y en a vraiment pas mal. On a la SNCF qui travaille beaucoup avec les ESAT et les entreprises adaptées sur du câblage, des fabrications de matériel, de la maintenance de matériel électrique. Donc voilà, là-dessus c'est assez intéressant. On vous a remis également aussi tout ce qui est activité historique dite vedette. Donc Christelle en parlait tout à l'heure, c'est également le cas aussi pour les entreprises adaptées. Mais l'activité donc de conditionnement et de logistique, on sait que c'est quelque chose qui ressort beaucoup des ESAT et des entreprises adaptées, notamment donc sur des métiers comme du conditionnement alimentaire, du conditionnement pharmaceutique aussi un peu plus rare, mais qu'on retrouve aussi notamment pas mal en ESAT et en entreprises adaptées. Sur de la préparation de commandes, du stockage, tous les petits conditionnements également. Donc là-dessus, on va avoir un petit peu moins de positionnement, par exemple, en ce qui concerne le transport, qui est très souvent sous-traité, mais on a quand même quelques structures qui proposent du transport de marchandises et également de personnes. Donc vous le voyez ici, c'est vraiment une prédominance, hein, c'est 1500 ESAT et entreprises adaptées qui se positionnent sur cette typologie de métier. Donc voilà, sur notamment beaucoup de conditionnement et beaucoup de logistique, gestion de stock. On vous a remis ici l'exemple donc de Logins qui travaille donc avec Recyclivre, donc qui est le leader français des livres de seconde main. Donc il travaille avec depuis pas mal d'années maintenant. Donc c'est plus de 20 travailleurs en situation de handicap qui ont été formés sur cette prestation. Ça représente donc plus de 15 000 commandes journalières et 8 000 mètres carrés de surface de stockage. Donc là, c'est assez énorme et c'est un beau retour d'expérience qu'on a là-dessus. On vous a remis ensuite les activités dites dynamiques. Donc là, pareil, on a quand même pas mal de positionnements des prestataires ESAT et entreprises adaptées, donc qui vont être sur la restauration et les services généraux notamment. Sur la restauration, on a vraiment énormément de demandes et beaucoup plus de positionnement ces dernières années. C'est vraiment monté en flèche avec donc du coup plus de 500 ESAT et entreprises adaptées qui se positionnent sur cette typologie de métier. Ça va être des prestations telles que des traiteurs, du plateau repas, de la cuisine centrale également. On a pas mal de structures qui proposent donc de la restauration sur place, donc qui ont un restaurant directement au sein de leur établissement ou à côté, et du coup voilà, qui sont ouverts au public. On en a pas mal, notamment dans les grandes villes, dans les grandes périphéries comme à Paris, Lyon, Montpellier. Enfin voilà, c'est très intéressant de les solliciter. N'hésitez pas justement pour vos événements à y penser, à avoir le réflexe toujours ESAT ou entreprise adaptée là-dessus. Et vous verrez aussi également, on en parlait tout à l'heure, que c'est pas forcément les plus chers et que c'est vraiment des produits, comme le disait Mehdi ou Christelle, des produits de qualité et des produits aussi bio et sourcés. Sur l'activité aussi services généraux, on l'a remis, donc là c'est sur des prestations assez globales, donc on peut avoir dans plein de structures, que ce soit dans le public ou privé, ça va être donc de l'accueil, de la gestion de courrier, de la maintenance technique, du déménagement, de la location et de l'entretien de plantes. On a notamment un exemple en ce moment avec un marché sur lequel on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse sur de la fourniture et de l'entretien de plantes, donc pour tout le ministère, et donc qui souhaitent réserver une partie du marché à un ESAT ou une EA. Donc voilà, on est en train de les accompagner sur la rédaction donc, du marché réservé, des clauses d'insertion, toute la partie donc amont, étude de faisabilité, voir qui peut se positionner. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de structures justement qui se positionnent là-dessus, sur de la location, de l'entretien de plantes. Voilà, là-dessus, on vous a remis également les activités en mutation. Je vais passer rapidement parce que Christelle en a déjà parlé, c'est notamment les entreprises adaptées qui se positionnent beaucoup plus sur cette typologie de métier, sur de la communication, de l'événementiel et du marketing, et également sur les services numériques et administratifs. Donc vous le voyez ici, ça englobe énormément de prestations. La communication, le marketing, ça va englober donc de la fabrication de goodies, de la location de salles, du call center, on en a parlé également tout à l'heure, des agences de communication également.
Et du coup, les services numériques, ça va être tout ce qui est informatique, développement de logiciels. Et également aussi les prestations administratives, où là, on va retrouver un petit peu plus des AT qui se positionnent aussi là-dessus. Donc sur des activités telles que de la numérisation, du contrôle de dossiers, du service RH également, là ce sera plus des entreprises adaptées, ou encore de la traduction de documents. Donc vous voyez, c'est un panel vraiment très large hein, d'activités qui sont représentées là-dessus. Et aussi, n'hésitez pas à m'interrompre si justement vous avez des questions là-dessus ou des marchés qui vous viennent en tête justement en voyant ces secteurs d'activité. Voilà, là-dessus, on vous a remis aussi une slide sur le fait que les partenaires, donc ESAT, entreprises adaptées ou TIH, ou même aussi SIAE, sont des partenaires de votre stratégie RSE au global. Pourquoi? Parce que vous répondez à 3 piliers principaux donc, de la stratégie RSE qui sont dans un premier temps donc l'inclusion. Vous pensez donc vous contribuez à l'emploi de personnes en situation de handicap en faisant appel à un ESAT ou une entreprise adaptée. Vous soutenez l'insertion forcément et la montée en compétences de ces travailleurs en leur faisant confiance et en leur confiant votre marché. Et vous répondez aussi également aux enjeux de recrutement grâce aux dispositifs inclusifs qui sont à votre disposition. La partie environnementale, évidemment, parce que forcément, si vous faites appel à un ESAT ou une entreprise adaptée, que ce soit pour une prestation de service ou de la fourniture, vous achetez français, vous achetez local. Généralement, quand on fait appel à un ESAT ou une entreprise adaptée, il est vraiment à quelques kilomètres de chez nous. Et vous favorisez donc forcément le circuit court. En termes d'économie, également, c'est forcément trouver des prestataires compétitifs. On l'a redit tout à l'heure, c'est des prix qui sont intéressants, c'est un gage de qualité aussi, les ESAT et les entreprises adaptées. C'est des petites structures qui vraiment vont tout faire pour répondre à votre besoin. Vous contribuez également au développement économique des territoires, comme je vous l'ai dit précédemment, parce que vous achetez local, circuit court. Et comme l'a déjà dit Christelle tout à l'heure, vous diminuez votre contribution en faisant appel à ces prestataires-là grâce à votre DOETH. Pour finir, je vous ai remis donc un exemple, un retour d'expérience d'une entreprise adaptée pour le coup, qui est Elise, donc là qui est une grosse entreprise adaptée créée donc en 1997, qui a plus de 40 sites en France, donc qui est quand même une grosse entreprise adaptée bien positionnée sur le secteur, qui du coup travaille sur la collecte et le tri des déchets. Donc avant, ils étaient vraiment plus spécialisés donc, sur les déchets de bureau, la destruction de documents confidentiels, le désarchivage, les choses comme ça. Avec donc la crise de la Covid-19, ils ont trouvé donc ils ont pris le coche un peu pour justement se dire voilà, on peut se positionner aussi là-dessus et on peut aider les entreprises à trier leurs déchets aussi. Donc tous les déchets que ça a généré, vous vous doutez bien, c'était un nombre incalculable de masques, de gants, de surblouses, mais c'est également aussi des déchets qui peuvent être toujours le cas, par exemple, dans les hôpitaux. Donc vous voyez ici le dispositif déployé, ça a été donc la fourniture et l'installation de contenants de collecte spécifiques. Vous avez la petite photo qui vous le représente. Donc c'est du coup les travailleurs d'Hélice qui vont venir dans vos locaux installer ces poubelles-là. Ils le font également aussi pour tout ce qui est papier, donc déchets industriels de bureau, papier, carton, enfin voilà, tout ça. Ils accompagnent aussi donc dans la communication un peu les collaborateurs à trier leurs déchets de la manière la meilleure possible. Et ensuite, ils font la collecte et le traitement sécurisé donc de ces déchets. En termes de valorisation, donc ils retraitent ces déchets donc selon la réglementation en vigueur. Et suite à ça, donc il y a eu une offre aussi qui s'est lancée donc de recyclage de masques qui a du coup été construite avec le projet Résilience. Donc voilà, l'avantage client, on vous l'a remis ici, c'était donc le process qui était sécurisé, clé en main, que la communication était claire et rassurante auprès des collaborateurs et que l'entreprise adaptée va vraiment su se réinventer durant la crise où ça a pu être assez compliqué pour elle. Voilà, là-dessus, moi, j'avais pas fait plus que ça au niveau de la présentation. Comme je vous l'ai dit, donc le réseau GESAT, on est une association, nous on est disponible pour vous accompagner dans le développement de vos achats aux ESAT et aux entreprises adaptées.
Voilà, la présentation vous sera transmise comme l'a dit Louise, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, le temps que des questions viennent, moi, je trouvais intéressant, Camille, effectivement, la présentation que tu as faite des TI. Et c'est vrai qu'on y pense moins, en fait, quand on pense au secteur du handicap, on pense directement aux entreprises adaptées, aux ESAT, et on pense moins aux TI, alors qu'effectivement, ils peuvent aussi tout à fait répondre à des marchés. Et C'est ça. Ouais, sur vraiment toute typologie de métier aussi, c'est vraiment large, pardon. Donc à vous aussi de regarder de votre côté, mais il y a vraiment beaucoup de TIH qui se positionnent sur des typologies de métiers vraiment importantes. et ils figurent aussi, du coup, c'est ça, les TIH, dans l'annuaire du GESAT ou... Non, malheureusement, nous, on les référence pas encore. Vous pouvez les retrouver notamment, je crois, sur la plateforme L'Inclusion, donc en partenariat avec T-Business. Là, vous avez vraiment, je vais vous le remettre normalement. Vous l'avez juste ici. Vous avez l'annuaire où vous pouvez retrouver également donc, tous les TIH qui existent. Je l'ai remis dans le chat. Super. Merci Camille. Alors je vois pas encore de questions là pour l'instant. Peut-être si vous avez, je sais pas, un conseil du coup un peu de sourcing, puisqu'on dit que c'est vraiment le cœur un peu de la guerre, hein, enfin, dans la réservation des marchés, c'est vraiment l'instrument qui nous permet de mieux, d'y voir plus clair. Si vous avez des conseils de sourcing peut-être pour les acheteurs qui sont présents. Bah, moi, c'est toujours c'est ce qui a été dit, hein, c'est vraiment s'y prendre le plus en amont possible, notamment sur les publics, hein, vraiment de nous solliciter. Donc nous, les réseaux, que ce soit le Graphi, l'UNEA, le réseau GESAT, nous solliciter en amont vraiment de votre consultation, voire un an, voire 1 an et demi, 2 ans en amont. Vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est jamais trop tôt. Et le but, c'est aussi, comme l'avait dit Christelle ou Mehdi, c'est aussi de rencontrer les structures, aller vers les structures, aller les rencontrer et sollicitez-nous le plus possible. Je rajouterais qu'effectivement, je rejoins vraiment Camille, hein, sur cette anticipation de vos besoins. Surtout si vous souhaitez que les structures s'associent en GME pour répondre à vos marchés. Un GME, il ne va pas pouvoir se constituer comme ça en 3 semaines, hein, c'est compliqué. Si les structures ne se connaissent pas, elles aussi en amont, si elles décident pas de comment elles vont fonctionner ensemble, si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord sur une grille de prix unique qui peut vous être proposée, votre marché n'a aucune chance d'aboutir. Donc, plus vous anticiperez vos besoins, plus vous les connaîtrez en amont et mieux vous pourrez les interroger et plus vous aurez de chance d'avoir des prestataires du monde du handicap et ou de l'insertion qui peuvent travailler ensemble. Ça fonctionne. On le voit bien, hein, sur les consortiums. Le collectif Résilience qui pilote un certain nombre de projets textiles comme les masques sur les marchés de l'État, là sur les kits maternité, c'est le collectif Résilience qui pilote, mais dans ce GME, il y a des entreprises adaptées, des entreprises d'insertion qui travaillent ensemble. Sur les métiers du numérique, on a des entreprises d'insertion qui se développent sur les métiers du numérique, qui intègrent le consortium numérique piloté par l'UNEA. Avec le GESAT, là, il y a un marché qui est en cours de construction, un GME qui est en cours de construction pour répondre à un marché entre entreprises adaptées et des ESAT. Donc ça fonctionne. Mais pour que ça marche bien et que vous ayez vraiment le maximum de chances de réussir votre marché, il faut vraiment vous y prendre très en amont. C'est vraiment, c'est le nerf de la guerre pour le coup si vous voulez aller, sur ces achats-là. Super, merci. Merci. Alors, on a une question dans le chat. Donc, on vous demande, vos réseaux sont-ils impliqués dans la mise en place du site du marché de l'inclusion? Alors pour le coup, les entreprises adaptées sont normalement sur le site du marché de l'inclusion. Pour autant, le site n'est pas adapté aux entreprises adaptées. Il a d'abord été construit pour les SIAE et du coup, on a demandé, nous, pour que vraiment nos entreprises adaptées puissent s'y référencer correctement et puissent être vraiment sollicitées, il y ait certaines évolutions sur le site
pour vous permettre d'identifier les entreprises adaptées et puis surtout pour qu'elles puissent vraiment mettre en avant en fait leur qualité d'entreprise adaptée. Puisque là, c'est vraiment un site qui, au départ, se destinait essentiellement à l'IAE. Par contre, les ESAT, je ne sais pas s'ils se référencent sur ce site-là, Camille. Si, complètement. Nous, on a D'accord. signé un partenariat avec la plateforme du marché de l'inclusion, justement. Donc oui, les ESAT sont également référencés là-dessus. Mais après, je te rejoins aussi, Christelle, où c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, je pense qu'il faut le temps que la plateforme se mette en place pour vraiment qu'il y ait un bon référencement qui se fasse. Ouais. On a demandé des évolutions hein, Ouais. au niveau de l'entreprise qui pilote le site. On a demandé un certain nombre d'évolutions justement, mais bon, c'est du jour homme informatique, donc ça coûte de l'argent. Et donc, du coup, théoriquement, certaines de ces évolutions devraient être faites cette année. Mais pour l'instant, c'est clairement pas optimum pour les entreprises adaptées et du coup pour les ESAT sur cette plateforme-là. Super, merci. Merci à tous les trois. Je pense qu'on a répondu à la question. Et ben, en attendant, du coup, que d'autres questions émergent peut-être pour nos intervenants, je vous propose, on avait prévu une dernière petite partie donc, sur cet atelier, pour qu'on finisse dans les temps. Et donc, on peut revenir. Erika, si tu le souhaites, je te laisse la main, mais rapidement sur le sourcing, même si on l'a pas mal abordé, mais je pense que c'est quand même très, très important. Et puis voilà, on avait prévu une petite partie effectivement sur la loi AGEC et sur les possibilités qu'offrent les secteurs dont on vient de parler. Donc, c'était notre quatrième partie sur le marché réservé en pratique. Donc, Erika, je te laisse la main, tu me dis. Tu fais défiler, Louise? Oui, tout à fait. Ok. Tu peux, c'est bon. D'accord. Parce que moi, je l'avais ouvert aussi. Donc, je vais directement sur Ouais, tu vas directement sur la slide qu'on avait. peut-être le guide. C'est pas mal de présenter le guide de la DAE. Oui, tout à fait. Alors, il y avait peut-être, voilà, pour revenir sur l'anticipation dont parlait Christelle, effectivement, tout ça, fin, voilà, ça s'inscrit, l'achat responsable, hein, s'inscrit dans votre programmation pluriannuelle des achats et puis plus globalement voilà, dans la mise en place d'une stratégie. Donc, n'hésitez pas non plus à vous faire accompagner, hein. Je pense notamment, si vous avez des marchés avec des clauses sociales, vous avez, peut-être un accompagnement avec des facilitateurs qui sont tout à fait en mesure aussi, de passer en revue votre programmation et puis de flécher les marchés qui peuvent, se prêter à du marché réservé ou à du marché en groupement momentané d'entreprises, hein, puisque les facilitateurs connaissent, très, très bien leur territoire et les structures, qui sont, sur la zone géographique sur laquelle ils interviennent. Ça, c'était, plus globalement sur l'approche, voilà, à avoir en termes d'achat socialement responsable. Alors je vois pas la slide, Louise, sur le guide DAE. Ah, la voilà. Normalement, ça s'affiche, Erika, tu peux y aller. Moi, j'ai que le masque du PowerPoint. Je vois pas. Ah, Ah ça y est, OK, il fallait synchroniser. OK, très bien, merci. Oui, donc on va peut-être pas revenir sur le sourcing, hein. Je pense que, voilà, on a un public acheteur, donc voilà, vous êtes informés que non, c'est une possibilité, hein, qui vous est offerte depuis 2016. Néanmoins, bon, il y a des outils, des kits qui existent et on a voilà, la DAE a parmi les nombreux guides voilà, qu'elle publie, elle a fait un guide, assez pratico-pratique sur le sourcing qui peut donc, vous aider, si c'est des choses que, voilà, vous
vous n'êtes pas familier de cette pratique, pour vous accompagner dans le développement de vos achats socialement responsables par le biais de marchés réservés. Hop, super. Je passe du coup à un petit rappel, une petite rappel de la loi AGEC. Oui, sur la loi AGEC, parce que ça nous semble, un bon outil entre guillemets pour, vous permettre de travailler avec les structures du handicap, les structures de l'insertion par l'activité, économique et notamment, en son article 58, hein, la loi AGEC de décembre 2020, si je me trompe pas, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui va demander, à l'acheteur de fixer l'obligation, d'acheter dans ces marchés de fourniture, des biens issus du réemploi, de la réutilisation ou qui utilisent des matières, recyclées. Alors ça concerne les acheteurs de l'État, les collectivités, leurs groupements, mais ne concerne pas encore les établissements, publics. Ça concerne uniquement les marchés de fourniture, donc en achat et non pas en location. 17 familles d'achat et 37 catégories de produits sont concernées. Donc, dans une même famille d'achat, il peut y avoir, plusieurs catégories de produits qui sont concernés par cette obligation. Alors il y a 2 taux, hein, il y a un taux entre 20 et 40 qui doivent être réservés donc, à cette obligation. Cette obligation s'applique sur les dépenses annuelles qui seront effectuées par les acheteurs, hors taxes bien évidemment. Et puis il y a un reporting, hein, qui sera à faire, une fois par an dans les 6 mois qui suivent, la fin de l'année, concernée. Alors pourquoi ça nous semble intéressant? C'est parce que ce sont tout d'abord, ce sont des marchés de fourniture et nous, on constate que dans les marchés de fourniture, il y a très peu souvent de dispositions sociales parce que ce sont des marchés qui génèrent peu de main-d'œuvre. Donc s'il y a peu d'intervention humaine, souvent, les facilitateurs, ne préconisent pas de clause sociale dans ces marchés. En revanche, sur, les 17 catégories concernées par cette obligation qui pèse sur l'acheteur, on a constaté qu'il y avait comme un certain nombre de structures, de l'insertion par, l'activité économique et du handicap, qui sont sur ce secteur d'activité. Donc, on vous invite, alors nous au niveau de l'Île-de-France, il y a le GRAPHI qui a créé un petit guide, sur les structures de l'insertion par l'activité économique dans le domaine de l'économie, circulaire. Je pense que dans le domaine du handicap, également au niveau des EA et des ESAT, il y a des structures, qui existent et qui peuvent, vous accompagner. Donc, je pense que c'est un bon levier pour vous, dans le cadre de cette obligation de la loi AGEC, d'aller vers, alors le marché réservé ou, voilà, de faire alors soit du marché réservé, purement, handicap, purement IAE, des groupements entre ces 2 structures, voire des groupements entre, voilà, si c'est des gros marchés que vous ne pouvez pas aller allotir, voilà, de faire, un marché classique, mais dans lequel vous pouvez mettre un critère d'attribution et dans lequel viendrait, répondre en co-traitance, une structure de l'insertion par l'activité ou du handicap ou les 2 à la fois. Donc, nous, on vous encourage vivement, de saisir cette opportunité de l'article 58 de la loi AGEC pour aller vers, pour développer le marché réservé. Mmh. Alors sur voilà, quelques petits points. Alors on vous encourage également à aller, consulter, alors peut-être que vous la connaissez, mais une notice explicative sur cet article 58 qui a été, faite par le, ministère de la Transition écologique, qui voilà, qui, donne un petit peu des conseils pour mettre en œuvre, hein, cet article 58. Donc, bien évidemment le sourcing, à lotir pour permettre à des structures de taille un petit peu plus modeste dans le secteur, du handicap ou de l'IAE de pouvoir répondre, bien évidemment voilà, promotion du marché, réservé, de réfléchir dans les spécifications, techniques, ce que vous pouvez également, heu
voilà, maître qui ferait que ce type de structure pourrait, voilà, pourrait se positionner. Alors il y a également des techniques d'achat, alors que moi je maîtrise beaucoup moins bien que vous. Il y a notamment le fameux SA2, un système d'acquisition dynamique qui permet, voilà, de façon dématérialisée, de faire entrer de nouvelles structures. Donc tout ça, c'est en lien pour vous avec, je pense, une des stratégies achats qui est d'aller vers le marché innovant, et puis, de faire en sorte que, la commande publique, bénéficie aux TPE-PME. Et au local. Donc là, on est vraiment, en travaillant avec, le secteur du handicap ou l'IAE, on est sur du local comme le disait, Camille tout à l'heure. On est sur des structures quand même de taille, plutôt TPE-PME. On est sur l'achat responsable, on est sur l'économie circulaire. Donc là, il y a vraiment en fait, au lieu d'être en silo, on est vraiment sur, je trouve un cercle vertueux, quelque chose, voilà, de vraiment une démarche globale qui est, très intéressante et vous, acheteurs, pour une fois, vous pouvez voilà, vous en emparer de façon, tout à fait, dynamique et vertueuse. Merci beaucoup Voilà, je pense Erika que, et voilà, je peux vous dire. Je sais pas si tu avais des questions? mais je pense effectivement que c'est cet article 58 qui voilà, Ouais, ça présente quand même une difficulté, tout le monde en est bien conscient, mais c'est je pense une belle opportunité, ouais, ouais. voilà, pour développer effectivement des collaborations avec ces structures, hem et Ouais, ça peut voilà être et une contrainte pour s'emparer l'acheteur, mais voilà, il faut le oui, voir voilà, comme c'est un ça, levier, mais voilà, une tout à fait opportunité pour, et les structures, d'envisager voilà, puis ouais développer et l'achat. d'envisager, comme tu le disais, le développement durable, sur les 3 piliers puisque Mmh. c'est vraiment ça et éviter le travail en silo, qui est parfois, un peu contre-productif donc effectivement, voilà, il y a des belles choses à faire et vous avez donc des réseaux, pour vous y accompagner. Donc je ne vois pas de questions. Dans tous les cas, on vous transmet, le support. Vous aurez les contacts, des intervenants s'il y a besoin de continuer. Oui, Mehdi? Oui, merci. C'est vrai qu'on a pas mal parlé de nos annuaires respectifs, mais c'est intéressant pour les acheteurs aussi de nous transmettre leur marché, leur plateforme qu'ils utilisent de temps en temps aussi pour communiquer sur leur marché. Alors il y a il y a Maximilien bien sûr hein, qu'on utilise, mais voilà, il ne faut pas hésiter aussi à nous partager vos, vos marchés, qu'on puisse les étudier, les consulter, les diffuser. Voilà. Mmh. Parce que c'est ça effectivement, je pense que vous en avez un peu parlé tous les 3, mais les réseaux peuvent permettre à la fois l'étude des marchés, voir, ce qu'il est possible de faire. Mais il y a aussi ce relais qui est très précieux, auprès des structures, justement pour éviter l'infructueux, augmenter, le nombre de soumissionnaires et c'est aussi une des missions des réseaux et qui est très précieuse pour les acheteurs. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que la Poste m'a fait part d'un marché par mail, mais si elle m'avait pas envoyé le mail, je l'aurais pas vu, ou je m'en serais rendu compte après, ce qui aurait raccourci encore plus le délai dont parlait Christelle tout à l'heure pour constituer des GME, qui au lieu d'être 3 semaines, il a été assez court sans le Mmh. indiquer. Mais voilà, et les SIAE, en tout cas, nos structures, peut-être à tous, ont du mal à faire une veille des marchés, à voir les opportunités. Ça paraît simple comme ça, mais donc sinon, on peut les aider sur ce volet. Voilà, on peut le faire grâce à vous aussi. Super, merci beaucoup à tous les 3 pour vos interventions. Et puis voilà, j'espère que ça donnera lieu à des collaborations, futures avec, les acheteurs présents, ou leurs collègues. Voilà, n'hésitez pas et merci à toutes et tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au Bonne fin revoir. de journée. Au revoir. Au revoir.